Tu te souviens seulement maintenant que je suis ta femme? Pas quand ta mère m'a traitée comme une domestique devant tout le monde. Monique Delacour pointa le sol du doigt et hurla. Mets-toi à genoux et nettoie ça, espèce d'inutile. Devant les invités fortunés, Camille, sa propre belle-fille, tomba à genoux et essuya la boisson renversée avec des mains tremblantes pendant que la salle riait. Son mari resta là sans rien dire. Sa maîtresse esquissa un sourire moqueur. Sa famille regardait la scène comme si c'était un spectacle. Mais au moment même où les larmes de Camille tombèrent sur le marbre, le majordome entra en hâte et lança « Un avocat est là pour Madame Camille Delacour ». Et en moins de 60 secondes, la même femme qu'il traitait comme une employée de maison allait être révélée comme la propriétaire de leur entreprise, de leur demeure et de tout le luxe dont ils vivaient. Camille Morel entra dans son mariage le cœur plein d'espoir. C'était une jeune femme douce, issue d'un foyer modeste, élevée par une mère travailleuse qui lui avait appris à respecter les autres, à rester humble et à croire que l'amour pouvait triompher de l'orgueil. Le jour où elle épousa Nicolas Delacour, Camille croyait sincèrement que sa vie commençait. Elle pensait qu'elle n'épousait pas seulement un homme. Elle croyait rejoindre une famille. Nicolas Delacour était le second fils soigné et élégant de la puissante famille Delacour, un foyer fortuné connu pour sa vieille fortune, son image irréprochable et sa profonde influence sociale. Il se tenait aux côtés de Camille dans un costume sur mesure, calme et séduisant, prononçant tous les vœux qu'il fallait. Et tandis que Camille le regardait, elle s'accrochait à une conviction simple, une fois entrée avec lui dans son univers, il la protégerait. Mais au moment où ils arrivèrent à la demeure des Delacour, quelque chose sonna faux. La maison était grande, froide et presque trop parfaite, avec ses sols de marbre, ses hautes fenêtres et le personnel aligné en silence le long du hall d'entrée. Camille s'attendait à de la chaleur, à un sourire, à une bénédiction, à un signe qu'elle était acceptée. Au lieu de cela, elle fut accueillie par des regards qui la jaugeaient comme si elle n'avait rien à faire là. Au centre de ce silence se tenait Monique Delacour, la mère de Nicolas. Monique était une femme fière, à la langue acérée, qui régnait sur la demeure par le contrôle et l'intimidation. Elle jeta un seul regard à la robe de mariée simple de Camille, à ses manières discrètes et à ses origines modestes, et son visage se durcit. « Alors c'est elle, dit Monique d'une voix sèche de désapprobation. Celle pour qui mon fils a renoncé à ses exigences. » Ces mots claquèrent comme une gifle. Camille essaya de sourire poliment, mais elle entendait déjà les chuchotements autour d'elle. Les proches de Nicolas se tenaient non loin, faisant semblant de ne pas fixer Camille, tout en jugeant en silence chaque détail chez elle. Un cousin se pencha vers un autre et murmura que Nicolas avait épousé quelqu'un au-dessous de son rang. Un autre laissa échapper un petit rire et dit « Les Delacour doivent être désespérés si c'est cette mariée qu'ils ont ramenée à la maison. » Et malgré cela, personne ne lui souhaita la bienvenue. Pas de fleurs, pas d'étreinte, pas un mot aimable. Même le seuil de la demeure ressemblait moins à une entrée qu'à une épreuve qu'elle avait déjà échouée. Monique détailla Camille de haut en bas et reprit la parole, cette fois plus clairement encore. « L'amour t'a peut-être fait entrer dans cette maison, dit-elle, mais l'amour ne suffit pas à gagner le respect dans cette famille. » Camille sentit sa poitrine se serrer. Ce soir-là, lors de son tout premier dîner familial, les choses empirèrent encore. La longue table était couverte de plats coûteux, d'argenterie brillante et de gens décidés à la faire se sentir minuscule par tous les moyens possibles. Un membre de la famille lui demanda si elle avait déjà mangé une cuisine aussi raffinée auparavant. Un autre se mit à rire et demanda si les filles des quartiers comme le sien savaient seulement tenir les bons couverts. Camille baissa les yeux, essayant de préserver sa dignité. De l'autre côté de la table, Nicolas remarqua tout. Il vit les moqueries. Il entendit les insultes. Il vit la douleur grandir sur le visage de sa nouvelle épouse, mais il ne dit rien, pas un mot. Et ce silence blessa Camille plus que tous les rires cruels dans la pièce. Cette nuit-là, assise seule dans sa nouvelle chambre au sein de cette vaste demeure inconnue, Camille fixa l'obscurité et comprit une vérité terrible. Elle n'était pas entrée dans un foyer. Elle était entrée dans un endroit où elle devrait se battre simplement pour être traitée comme un être humain. Et dès la toute première nuit de son mariage, Camille commença à craindre que cette union ne soit pas un rêve. C'était un piège. Le lendemain matin,
Camille comprit à quelle vitesse l'espoir pouvait mourir dans la demeure des Delacour. Elle avait à peine dormi. Le silence glacial de cette première nuit pesait encore sur sa poitrine lorsqu'on frappa sèchement à sa porte avant le lever du jour. Camille ouvrit et trouva Monique Delacour devant elle, déjà habillée, déjà sévère, déjà en train de la regarder comme si elle était bien au-dessous du nom de la famille. « Tu es encore au lit ?» dit Monique. « Dans cette maison, les femmes paresseuses ne restent pas sous mon toit. » Camille s'excusa aussitôt, pensant qu'elle avait peut-être commis une erreur, mais Monique n'était pas là pour la corriger. Elle était là pour installer son pouvoir. Sans un mot de plus, Monique la conduisit en bas et lui tendit une liste de tâches si longue que Camille dut la relire 2 fois. Balayer le couloir de l'étage, dépoussiérer la bibliothèque, nettoyer la salle du petit déjeuner, faire briller l'argenterie, ranger la buanderie, puis préparer le thé avant que le reste de la famille ne descende. Camille releva la tête, déconcertée. Est-ce que le personnel de maison ne devrait pas s'occuper d'une partie de tout ça? L'expression de Monique devint glaciale. Plus maintenant. C'est ainsi que Camille apprit la première règle de sa nouvelle vie. Les femmes de chambre continueraient à travailler dans la demeure, mais certaines de leurs tâches leur avaient été retirées pour être imposées à Camille. Monique affirma que Camille devait mériter sa place sous ce toit. En une seule phrase, cette femme lui avait retiré sa place d'épouse pour la réduire à un travail sans salaire. Et cette cruauté ne s'arrêta pas là. En fin de matinée, la jeune sœur de Nicolas, Élodie Delacour, entra dans l'une des chambres d'amis que Camille venait tout juste de nettoyer. Élodie était une femme gâtée, à la langue tranchante, qui aimait faire de l'humiliation un divertissement. Camille s'était à peine éloignée qu'Élodie renversa volontairement des flacons de parfum, tira des vêtements d'une chaise et dispersa des coussins sur le sol. Quelques minutes plus tard, elle appela d'une voix forte, « Maman !» Camille n'a pas nettoyé cette pièce correctement. Monique entra, vit le désordre et accusa Camille aussitôt. Elle ne posa aucune question. Elle ne se soucia pas de la vérité. Elle se contenta de la rabaisser devant les domestiques et de lui ordonner de tout recommencer. Cet après-midi-là, des invités arrivèrent pour le thé. Pendant un bref instant, Camille crut qu'on allait enfin la présenter comme il se devait en tant qu'épouse de Nicolas. Au lieu de cela, Monique lui ordonna d'entrer dans le salon principal avec un plateau d'argent. « Sers, dit-elle, et ne fais pas honte à cette famille. » Camille resta là à verser le thé dans de fines tasses tandis que les femmes assises autour de la pièce la regardaient avec amusement. Personne ne l'invita à s'asseoir. Personne ne lui parla avec dignité. À leurs yeux, elle n'était pas la belle-fille de la maison. Elle n'était qu'une paire de mains de plus. À mesure que la journée s'étirait, Monique trouva à redire sur tout. Le thé n'était pas assez chaud. Le sol paraissait encore terne. Les cheveux de Camille étaient trop simples. Sa voix était trop douce. Sa posture n'était pas assez élégante. Avant le coucher du soleil, Camille avait été critiquée pour sa cuisine, son ménage et même sa manière de se tenir. Puis vint une autre humiliation. Monique l'informa que le salon principal de la famille ne lui était pas destiné, sauf lorsqu'elle servait quelqu'un. Camille devait rester dans les petites pièces à l'arrière de la maison lorsqu'elle ne travaillait pas. Ce fut l'une des employées de maison, une femme plus âgée nommée Madeleine, qui lui tendit discrètement un verre d'eau plus tard dans la soirée en lui murmurant « Vous ne méritez pas ça ». Cette petite bonté faillit la faire craquer. Quand Nicolas rentra à la maison, il trouva Camille épuisée, debout dans le couloir, les mains douloureuses et les yeux fatigués. Il voyait qu'elle avait pleuré. Il voyait ce que sa mère lui faisait subir. Mais une fois encore, il choisit le silence. Et dans ce silence, Camille commença à comprendre quelque chose de douloureux. Ce n'était plus seulement une famille froide. C'était une maison qui avait l'intention de l'écraser lentement, jour après jour. Quelques semaines après que Camille eut été transformée en servante au sein même de son mariage, le silence dans la demeure des Delacour devint encore plus douloureux. À ce stade, Camille n'attendait plus de gentillesse de la part de Monique. Elle n'espérait plus de justice de la part d'Élodie. Mais au fond d'elle, elle gardait encore un espoir fragile. Que Nicolas, son mari, finirait enfin par voir ce qui se passait et prendrait sa défense. Au lieu de cela, il commença à s'éloigner davantage.
Nicolas se mit à rentrer plus tard qu'avant. Certaines nuits, Camille entendait les portes d'entrée s'ouvrir bien après la fin du dîner. D'autres nuits, il ne rentrait pas avant qu'elle soit déjà couchée, feignant de dormir. Lorsqu'il lui parlait, ses mots étaient brefs, lointains et vides. La chaleur qu'il lui avait montrée avant le mariage s'effaçait si vite que Camille commença à se demander si elle ne l'avait pas imaginé. Monique remarqua cette distance et s'en servit comme d'une arme. À chaque occasion, elle comparait Camille aux femmes fortunées de leur cercle. Au petit déjeuner, elle évoquait la fille d'un banquier qui jouait du piano et parlait 3 langues. Au déjeuner, elle vantait la nièce d'un sénateur pour son élégance et son pédigré. Au dîner, elle soupirait en disant « Nicolas aurait dû épouser une femme qui reflète le nom des de la cour ». Camille entendait chaque mot. Puis, un après-midi, Monique présenta une femme qui allait rendre sa vie encore plus pénible. Elle s'appelait Sophie de Villiers. Sophie était une mondaine glamour et parfaitement lisse issue d'une famille puissante. Le genre de femme que Monique avait toujours voulu voir Nicolas épouser. Elle arriva vêtue de vêtements de créateur, avec un maquillage impeccable, un sourire assuré et cette forme d'orgueil qui remplissait une pièce avant même qu'elle ne parle. Au moment où Camille vit la manière dont Monique l'accueillait avec chaleur, compliments et admiration affichés, elle comprit exactement ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une invitée. C'était un message. Monique installa Sophie dans le salon principal et la présenta comme le genre de femme qui comprend ce qu'est la distinction. Puis elle demanda à Camille de leur servir le thé. Camille entra discrètement avec le plateau, et Sophie la dévisagea de la tête aux pieds avec un sourire lent, amusé. « Alors, c'est ça, la femme de Nicolas ?» demanda Sophie d'un ton léger. « Je croyais que la famille avait engagé une nouvelle bonne. » La pièce se remplit de rire. Les doigts de Camille se crispèrent autour du plateau, mais elle ne dit rien. Ce qui lui fit encore plus mal, ce fut la réaction de Nicolas. Il était là. Il avait entendu. Il voyait sa femme debout dans le silence pendant qu'une autre femme se moquait d'elle dans sa propre maison. Et malgré cela, il ne fit rien. En réalité, les choses empirèrent encore. Sophie devint une présence régulière dans la demeure. Monique l'invitait à des déjeuners, des dîners et des sorties familiales. À chaque événement, Sophie restait près de Nicolas, riait trop fort à ses plaisanteries, posait la main sur son bras avec trop d'aisance et lui parlait comme si Camille n'existait pas. Un soir, lors d'une réunion de famille, Camille passa devant une porte entr'ouverte et entendit des voix à l'intérieur. « Il méritait une meilleure épouse », murmura quelqu'un. « Une femme qui a du rang », répondit une autre voix, « pas quelqu'un qu'ils doivent former comme du personnel de maison. » Puis vint la voix de Sophie, douce et cruelle. « Elle n'est pas une épouse, dit-elle. C'est une bonne déguisée en épouse. » Camille s'arrêta net. Les mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Ce soir-là, après le départ des invités, elle trouva enfin Nicolas seul et rassembla le courage de l'affronter. « Pourquoi laisses-tu faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi laisses-tu ta mère m'insulter ? Pourquoi laisses-tu Sophie m'humilier devant tout le monde ?» Nicolas ne la regarda pas longtemps. Il expira, déjà agacé, comme si sa souffrance n'était qu'un désagrément. « Tout n'a pas besoin de devenir un drame, Camille, dit-il. Apprends à l'ignorer. » Puis il se détourna et s'en alla. Et comme ça, Camille se retrouva seule dans le couloir, à regarder l'homme qu'elle avait épousé s'éloigner, voyant enfin la vérité avec une clarté douloureuse. Son mari n'était pas son protecteur. Il était simplement une autre pièce de la cruauté qui l'entourait. La semaine suivante, la cruauté à l'intérieur de la demeure des Delacour cessa d'être privée. Jusqu'alors, Camille avait été humiliée derrière des portes closes, dans des couloirs silencieux et à des tables familiales où seules quelques personnes pouvaient assister à sa souffrance. Mais Monique Delacour ne se contentait plus de contrôler Camille en secret. Elle voulait quelque chose de plus grand, désormais. Elle voulait que tout leur cercle voie exactement à quel point la nouvelle épouse avait peu de valeur dans cette maison. Alors elle organisa une réception officielle. Ce soir-là, la demeure des Delacour rayonnait de richesse. Des berlines de luxe bordaient l'allée. Des invités élégants en tenue coûteuse remplissaient le hall d'entrée de rires, de parfums et de sourires polis. Des associés d'affaires,
des mondains et de vieux amis de la famille arrivaient en s'attendant à un nouvel événement de la cour irréprochable. Et Camille, l'épouse légitime de Nicolas Delacour, était tenue à l'écart. Monique lui ordonna de rester dans la cuisine pendant que les invités étaient accueillis. Camille entendait la musique, le tintement des verres et le flot des conversations de l'autre côté des murs. Elle se tenait là en silence, dans une robe simple, écoutant des inconnus entrer dans la maison où elle était censée avoir sa place. Pendant un instant, elle se dit que c'était peut-être mieux ainsi. Mais Monique n'avait aucune intention de l'épargner. Une fois les invités installés, Monique entra d'un pas ferme dans la cuisine, détailla Camille avec une satisfaction glaciale et dit « Ça suffit de te cacher. Sors. Puisque tu es dans cette maison, tu peux au moins te rendre utile. » Elle plaça un plateau de service entre les mains de Camille et la conduisit dans le grand salon de réception. La pièce était remplie de gens du monde des Delacour, et au moment où Camille apparut en portant des boissons, les têtes se tournèrent. Certains semblaient perplexes, d'autres amusés, d'autres encore observaient simplement, attendant de comprendre pourquoi l'épouse de la famille servait les invités comme une employée engagée. Puis Sophie frappa, debout près de Nicolas dans une robe de créateur étincelante. Sophie laissa échapper un petit rire et dit assez fort pour être entendue de tous ceux qui se trouvaient à proximité. J'ai presque de la peine pour elle. Elle a vraiment essayé de s'habiller au-dessus de sa condition ce soir. Quelques invités étouffèrent un rire. Une autre femme jeta un regard aux vêtements de Camille et esquissa un sourire moqueur. On voit toujours quand quelqu'un essaie trop fort de paraître à sa place. Camille continua d'avancer, en essayant de garder les mains stables. Mais le pire moment arriva lorsqu'un invité plus âgé prit un verre, fronça les sourcils avec confusion et posa la question qui glaça la pièce. « Attendez, » dit-il en regardant de Camille à Monique. « Ce n'est pas la femme de Nicolas. » L'atmosphère changea instantanément. Personne ne répondit. Ce silence disait tout. Avant que Camille ne puisse reprendre ses esprits, un verre se renversa près de la table centrale. Ce n'était même pas de sa faute. Mais Monique vit une occasion et la saisit aussitôt. « Camille » lança-t-elle sèchement. « Mets-toi là et nettoie ça tout de suite. » Camille la regarda, incrédule. Devant tout le monde, ses yeux semblaient poser une question. Le visage de Monique se durcit. « Ne m'oblige pas à me répéter. » Sous des dizaines de regards, Camille s'agenouilla lentement sur le sol lustré et commença à essuyer la boisson renversée avec la main pendant que les murmures traversaient la pièce comme un poison. Elle entendait les rires étouffés. Elle sentait la honte lui brûler la peau. Et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Nicolas. Il regardait. Il voyait sa femme à genoux sur le sol, humiliée devant tout l'univers de sa famille. Et une fois encore, il ne dit rien. Ce fut l'instant où quelque chose se brisa enfin en Camille. Elle se releva dès qu'elle le put, posa le chiffon de côté et sortit avant que quiconque puisse l'arrêter. Elle atteignit la cuisine, puis le couloir du fond, et finit par s'effondrer en larmes là où aucun invité ne pouvait la voir. Cette nuit-là, le visage encore mouillé et le cœur douloureux, Camille resta seule dans l'obscurité et affronta la vérité qu'elle essayait de nier. Si elle restait plus longtemps dans cette maison, elle en serait complètement détruite. Quelques jours après cette humiliation publique, l'air à l'intérieur de la demeure des Delacour changea de nouveau, et pas pour le mieux. Camille s'était repliée sur elle-même. Elle continuait à faire le travail que Monique lui imposait. Elle continuait à se déplacer en silence dans les couloirs. Elle continuait à cacher sa douleur chaque fois qu'elle le pouvait. Mais quelque chose en elle avait changé après cette nuit passée à genoux devant des inconnus. La honte était toujours là, mais désormais elle côtoyait autre chose. Une lucidité silencieuse. Elle ne pouvait plus faire semblant de croire qu'un jour cette famille l'accepterait. Elle ne pouvait plus se mentir en espérant que Nicolas deviendrait soudain le mari qu'elle avait imaginé. Pourtant, même dans cette souffrance, Camille n'était pas préparée à voir jusqu'où Monique était prête à aller. Monique avait pris sa décision. Si Camille ne partait pas d'elle-même, elle serait poussée dehors morceau par morceau. Cette semaine-là, Monique se mit à parler de Sophie plus ouvertement, sans même prendre la peine de dissimuler ses intentions. Au petit déjeuner, elle vantait l'élégance de Sophie, ses relations mondaines et sa place naturelle parmi les familles d'élite. Au déjeuner, elle disait que Nicolas avait besoin d'une femme capable d'élever le nom des Delacour, pas de l'alourdir. Le soir venu, elle présentait presque Sophie comme la femme qui aurait dû être à la place de Camille depuis le début. Et Nicolas n'y mit pas un terme. En réalité, il devint plus froid encore. Il ne faisait même plus semblant de se soucier de ce que Camille ressentait. Lorsqu'elle parlait, il répondait avec impatience. Lorsqu'elle essayait de s'expliquer, il l'écartait d'un simple regard. Il commença à la traiter comme une interruption dans sa vie, comme une décision regrettable qu'il avait trop honte d'admettre. Puis vint un autre piège. Un après-midi,
Monique entra en trompe dans le salon avec un document important à la main et exigea de savoir qui l'avait déplacé de son bureau. Camille, qui n'avait même pas mis les pieds dans le bureau de Monique ce jour-là, fut accusée immédiatement. Tu touches toujours à des choses qui ne t'appartiennent pas, lança Monique sèchement. Je ne l'ai pas pris, dit Camille à voix basse. Mais sa voix ne changea rien. Élodie jura avoir vu Camille près du bureau. Sophie, qui se trouvait là par hasard, croisa les bras et afficha un sourire moqueur pendant que les accusations enflaient. En quelques minutes, Camille fut accusée de négligence, de malhonnêteté et d'irrespect pour quelque chose qu'elle n'avait jamais touché. Puis Monique proféra la menace qu'elle attendait de pouvoir utiliser. « Si tu n'apprends pas à rester à ta place dans cette maison, dit-elle d'une voix basse et cruelle, je ferai en sorte que tu la quittes sans rien. » Ces mots suivirent Camille toute la journée. Cette nuit-là, la cruauté devint encore plus personnelle. Camille retourna dans sa chambre et y trouva Sophie déjà installée. La femme se tenait près de la fenêtre comme si l'endroit lui appartenait, avec ce sourire que seuls les gens cruels portent lorsqu'ils sont certains d'avoir déjà gagné. « Tu devrais arrêter de faire semblant, » dit Sophie en se tournant lentement. « Tout le monde ici sait que tu n'as pas ta place. La seule raison pour laquelle tu es encore dans cette maison, c'est que tu n'as pas trouvé la dignité de partir. » Camille la fixa, sidérée qu'une telle femme ait l'audace d'envahir le seul espace privé qui lui restait. Sophie fit un pas vers elle. « Les femmes comme moi sont celles que les hommes comme Nicolas choisissent à la fin, » dit-elle. « Les femmes comme toi ne sont que l'erreur qu'ils regrettent. » Pendant un instant, Camille ne parvint même pas à parler. L'insulte était nette, délibérée, et destinée à écraser ce qui lui restait d'espoir. Après le départ de Sophie, Camille s'assit au bord de son lit, essayant de stabiliser sa respiration. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose à moitié caché dans le tiroir du bas d'une vieille boîte en bois qu'elle avait apportée de chez sa mère. À l'intérieur se trouvaient des papiers qu'elle n'avait pas regardés depuis des années, des lettres fanées, une enveloppe scellée, un nom légal écrit plus d'une fois. Jacques Beaumont. Camille fronça les sourcils. Elle avait déjà vu ce nom dans son enfance, mais sa mère défunte l'avait toujours écarté d'un geste et avait refusé de s'expliquer. À l'époque, Camille avait cru que cela ne signifiait rien. Mais à présent, en tenant ses papiers dans ses mains tremblantes, elle sentit un poids étrange se poser sur elle. Pourquoi sa mère avait-elle gardé cela? Pourquoi ce nom avait-il été caché? Et pourquoi lui semblait-il soudain si important maintenant? Elle n'avait pas encore de réponse, seulement une intuition. Mais pour la première fois, Camille sentit que sa vie pouvait contenir une vérité plus grande que la cruauté qui l'entourait. Pendant ce temps, en bas, Monique préparait un grand banquet pour les jours à venir. En apparence, cela ressemblait à un autre événement familial parfaitement orchestré. Mais Camille le sentait. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était une scène. Et Monique préparait une dernière humiliation, celle qu'elle croyait capable de briser Camille pour de bon. Elle n'avait aucune idée que la chute qu'elle préparait n'était pas celle de Camille. C'était la sienne. 3 nuits après que Camille eut trouvé les papiers cachés parmi les affaires de sa mère défunte, la demeure des Delacour se prépara pour le banquet que Monique croyait capable de la détruire une bonne fois pour toutes. Dès les premières heures de la soirée, la maison s'habilla de richesse. Des lustres de cristal brillaient au-dessus des sols polis. De longues tables étaient recouvertes de chemins de soie, d'assiettes bordées d'or et de fleurs fraîches arrivées le matin même. Des partenaires d'affaires, des épouses du grand monde et des invités puissants remplissaient de nouveau la demeure, riant, buvant et admirant l'image de perfection des Delacour. Mais derrière cette image parfaite, Monique affûtait une dernière lame. Camille le sut dès qu'on l'appela à descendre. Elle s'était habillée simplement, espérant au moins traverser la soirée sans attirer l'attention. Mais à la seconde où Monique la vit, un sourire glacial effleura ses lèvres. C'était le sourire d'une femme persuadée d'avoir le contrôle absolu. « Ne reste pas là à avoir l'air perdu, » dit Monique. « Prends le service à thé et rends-toi utile. » À cet instant, Camille comprit. Ce banquet n'avait jamais été destiné à honorer la famille. Il avait été conçu pour exposer une dernière fois son humiliation. Les mains tremblantes, elle souleva le plateau d'argent. À mesure qu'elle avançait dans le hall bondé, les conversations ralentissaient. Les invités se retournaient et la regardaient.
Certains la reconnaissaient comme la femme de Nicolas et semblaient mal à l'aise. D'autres observaient simplement en silence, sentant déjà la tension dans la pièce. Camille pouvait sentir chaque regard sur elle, chaque jugement, chaque murmure qu'elle n'était pas censée entendre. Puis Sophie apparut, enveloppée d'une nouvelle robe scintillante, debout trop près de Nicolas comme toujours. Sophie laissa échapper un petit rire et inclina la tête. « Regardez-moi ça », dit-elle assez fort pour que les invités proches l'entendent. La pauvre mariée a finalement trouvé le rôle qui lui va. Quelques personnes rirent nerveusement. Camille regarda vers Nicolas. Il se tenait là dans son costume sombre, beau, calme et totalement inutile. Il voyait sa honte. Il entendait les moqueries. Il savait ce que sa mère et Sophie étaient en train de faire. Et comme toujours, il baissa les yeux et laissa faire. Ce silence aurait dû briser Camille. Au lieu de cela, il devint la preuve finale qu'elle était vraiment seule dans cette maison. Au moment même où Monique ouvrait la bouche pour lancer une nouvelle remarque tranchante, le majordome entra dans le salon avec une urgence inhabituelle. Il s'arrêta près du centre de la pièce, s'éclaircit la gorge et parla d'une voix qui porta à travers toute l'assemblée. « Madame, un avocat est ici et demande à voir Madame Camille Morel de la Cour. » La pièce se figea. Monique fronça les sourcils. « Un avocat pour elle ?» Les murmures se répandirent aussitôt. Camille resserra sa prise sur le plateau, déconcerté. Nicolas releva enfin les yeux. Le sourire de Sophie s'effaça. Puis les portes d'entrée s'ouvrirent. Un homme âgé et distingué, vêtu d'un costume sur mesure, entra, suivi de 2 cadres portant des dossiers en cuir. Il avançait avec une autorité calme, de celles qui font taire une pièce sans effort. Lorsqu'il atteignit le centre du salon, il regarda Camille droit dans les yeux. « Madame Camille Morel de la Cour ?» demanda-t-il. Camille déglutit. « Oui, c'est bien moi. » L'avocat inclina légèrement la tête avec respect. « Je m'appelle Maître Bernard Lefebvre. Je représente la succession de feu Jacques Beaumont. » Le nom frappa Camille comme un écho venu de loin. Jacques Beaumont, le même nom qu'elle venait de voir dans les papiers de sa mère. Tout autour de la pièce, plusieurs invités réagirent aussitôt. Un homme d'affaires se raidit visiblement. Un autre murmura « Beaumont, comme Beaumont International ?» L'avocat poursuivit, après une longue enquête privée, une vérification juridique et la confirmation des dossiers, il a été établi que Jacques Beaumont était votre père biologique. Un silence stupéfait engloutit la pièce. Les lèvres de Camille s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Maître Bernard Lefebvre ouvrit un dossier. Monsieur Beaumont est décédé il y a 6 mois conformément aux termes de son testament et sans autre enfant légal survivant. Vous êtes son unique héritière. Un verre glissa de la main de quelqu'un et se brisa. Le visage de Monique se vida de toute couleur. Sophie fit un pas en arrière. Nicolas fixait la scène comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Mais Maître Bernard Lefebvre n'avait pas terminé. « Il y a un autre point, dit-il. Avant sa mort, Monsieur Beaumont a acquis discrètement la majorité du groupe de la Cour par une chaîne légale d'achat et de transfert fiduciaire. Cette fiducie vous revient désormais. » Il se tourna complètement vers Camille. « À compter de cet instant, Madame Camille Morel de la Cour, vous êtes désormais l'actionnaire majoritaire du groupe de la Cour. » La pièce explosa en murmures choqués. L'entreprise familiale, la demeure, les voitures de luxe, les comptes qui finançaient toute la vie des de la Cour. Tout appartenait à la même femme qu'ils avaient forcé à servir le thé. Monique avait l'air sur le point de s'effondrer. La bouche de Nicolas s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Sophie, pour la première fois depuis que Camille la connaissait, n'avait plus rien à dire. Et au centre de ce monde silencieux et brisé, Camille restait figée, tenant encore le plateau qu'ils avaient utilisé pour l'humilier, tandis que la vérité montait autour d'elle comme un coup de tonnerre. La femme qu'ils avaient traitée comme une domestique possédait désormais tout. Au moment où Maître Bernard Lefebvre annonça que Camille possédait désormais le groupe de la Cour, le grand salon de réception cessa d'avoir l'air du royaume de Monique de la Cour. Il prit l'allure d'une salle de tribunal, et chaque parole cruelle que la famille avait adressée à Camille semblait maintenant flotter dans l'air comme une preuve. Pendant quelques secondes, personne ne bougea.
Les invités restèrent figés, leur verre à la main. Les domestiques gardaient les yeux baissés, mais même eux le sentaient. Le renversement du pouvoir avait été si soudain, si total, que la pièce elle-même semblait avoir changé. La même demeure qui avait vu Camille insultée, commandée et réduite au rang de servante venait de devenir la sienne. Monique fut la première à réagir. Ses lèvres tremblèrent, son maintien orgueilleux vacilla. Puis, comme si quelque chose s'était retourné en elle, son ton changea complètement. « Camille, dit-elle doucement, presque avec tendresse. Ma chère, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tu aurais dû nous le dire. Tu es de la famille. De la famille. » Ce mot faillit faire rire Camille. Quelques heures plus tôt encore, Monique lui avait ordonné de porter le thé comme une aide de service. Pendant des mois, elle avait fait de la douleur de Camille un divertissement. Et maintenant, parce que la vérité avait changé, Monique voulait réécrire le passé avec un seul mot doux. Camille ne lui répondit pas. Nicolas s'avança à son tour. Pour la première fois depuis longtemps, son visage n'était plus calme. Il avait l'air secoué, désespéré et effrayé. L'homme qui était resté silencieux à travers chaque insulte semblait soudain avoir retrouvé sa voix. « Camille, écoute-moi, dit-il. Ça change tout. On peut en parler en privé. Quoi qu'il se soit passé avant, on peut dépasser ça. Tu es ma femme. » Camille tourna lentement la tête vers lui. « Ta femme, répéta-t-elle à voix basse. » Les mots n'étaient pas chaleureux. Ils étaient tranchants. Elle posa le plateau d'argent sur la table la plus proche avec un calme délibéré, puis lui fit pleinement face. Pour une fois, personne ne l'interrompit. Personne n'osa. « Tu te souviens seulement maintenant que je suis ta femme ?» demanda-t-elle. « Pas quand ta mère m'a transformée en domestique. Pas quand ta sœur m'a accusée de choses que je n'avais pas faites. Pas quand Sophie s'est moquée de moi dans cette maison. Pas quand j'étais à genoux sur le sol en train de nettoyer devant tes invités. » Le visage de Nicolas se crispa. « Camille. »« Non, dit-elle en le coupant. Tu n'as plus le droit de me couper la parole maintenant. Tu as eu de nombreuses occasions de parler avant. Tu n'en as saisi aucune. » Le silence qui suivit était lourd et mérité. Les invités regardaient de Nicolas à Camille, observant la vérité se déployer d'une manière qu'aucune mise en scène ne pouvait dissimuler. Ce n'était pas un malentendu. C'était une conséquence. Puis Camille se tourna vers Maître Bernard Lefebvre et les cadres qui se tenaient derrière lui. « Préparez les documents juridiques, dit-elle d'une voix stable. Je veux que ma demande de divorce avec Nicolas Delacour soit déposée immédiatement. » La pièce éclata en murmures. Monique eut un souffle coupé. « Non, Camille, ne sois pas irréfléchie. » Mais Camille n'avait pas terminé. Elle se tourna vers l'avant de la pièce, où les membres de la famille Delacour se tenaient encore dans une stupeur incrédule, et ces mots suivants tombèrent comme un marteau. À compter de cet instant, Monique Delacour est relevée de ses fonctions de présidente par intérim du groupe Delacour. Monique laissa échapper un son brisé, à moitié souffle, à moitié supplique. « Camille, s'il te plaît. » Nicolas Delacour, poursuivit Camille sans même le regarder à présent, est relevé de toute fonction de direction exécutive dans l'attente d'un examen complet. Nicolas devint livide. Elle fit face au personnel rassemblé et au cadre avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait trop souffert et qui, enfin, ne s'excusait plus d'avoir survécu. Toutes les allocations familiales liées au compte de l'entreprise sont suspendues, dit-elle. Tous les véhicules enregistrés au nom de l'entreprise seront récupérés ce soir. Toutes les dépenses discrétionnaires sont gelées, et cette résidence, y compris toutes les opérations qui s'y déroulent, répond désormais à moi seul. Le majordome, qui avait tout observé en silence pendant des mois, inclina la tête. « Oui, madame. » Ce seul mot changea tout. Madame, et non plus bonne, ni fardeau, ni erreur. Sophie, qui s'était toujours abritée derrière son arrogance, recula silencieusement à travers la foule, le visage vidé de sa couleur. Elle comprit avant même que quiconque le dise à voix haute. La partie était terminée. La femme dont elle s'était moquée contrôlait désormais la maison, l'entreprise, le personnel et l'avenir. Monique avait l'air de sentir le sol se dérober sous elle. Nicolas essaya une fois encore de s'approcher, mais l'expression de Camille l'arrêta avant qu'il ne puisse parler.
La femme qu'ils avaient brisée morceau par morceau avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus froid, de plus lucide et de bien plus puissant qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Et pour la première fois depuis son entrée dans cette demeure, Camille ne réclamait plus sa dignité. Elle reprenait ce qui lui appartenait déjà. Le lendemain matin, les Delacour se réveillèrent en s'attendant à la ruine. Après le chaos du banquet, aucun d'eux n'avait bien dormi. Monique passa la nuit à faire les 100 pas dans sa chambre, incrédule. Nicolas resta assis en silence, rejouant chaque moment où il avait abandonné Camille. Élodie pleura à l'idée de perdre son statut. Ils croyaient tous que Camille choisirait la vengeance la plus évidente. Les chasser de la demeure, les dépouiller de tout et les laisser affronter le monde dans le déshonneur. Mais Camille avait déjà décidé de quelque chose de bien plus douloureux. Elle ne voulait pas les voir sans toit. Elle voulait les voir rabaissés. À l'aube, la demeure ne bougeait plus au rythme des ordres de Monique. Les membres du personnel qui s'inclinaient autrefois devant l'ancienne hiérarchie familiale n'obéissaient plus qu'à Camille. Le gestionnaire de la maison, l'équipe juridique et les cadres supérieurs de l'entreprise étaient déjà en place lorsque les Delacour furent appelés dans le hall principal. Camille se tenait à l'avant de la pièce, calme et composée, n'étant plus la jeune mariée tremblante qu'ils avaient l'habitude de tourner en ridicule. Elle portait l'autorité avec une force silencieuse, et cela les effrayait davantage que la colère n'aurait jamais pu le faire. Monique essaya la première. « Camille, dit-elle en forçant un faible sourire. Quoi qu'il se soit passé hier, nous pouvons encore régler cela en famille. » Camille la regarda sans émotion. « La famille, répéta-t-elle. Tu n'as employé ce mot qu'après avoir perdu le pouvoir. » La pièce se figea. Puis Camille donna l'ordre qui changea le reste de leur vie. « Vous n'êtes pas mis dehors, dit-elle. Ce serait trop facile. Pendant des mois, vous avez méprisé le travail, tourné le service en ridicule et traité le labeur honnête comme une honte. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre exactement ce que ce travail représente. » L'expression de Monique se fissura. « Que veux-tu dire ?» Camille se tourna vers les cadres à ses côtés. « Lettre de réaffectation, dit-elle. » Une à une, des enveloppes furent placées dans des mains stupéfaites. Monique ouvrit la sienne la première. Ses doigts tremblaient en lisant la page. « Non, murmura-t-elle. Elle avait été réaffectée au service des archives du groupe Delacour. Aucun titre, aucun bureau privé, aucune assistance, aucun emploi du temps luxueux. Elle devrait se présenter dans un uniforme d'employé ordinaire, trier d'anciens dossiers, classer des documents et répondre à un chef de service. Élodie ouvrit la sienne ensuite et poussa un cri aigu. Elle avait été affectée au poste d'accueil de l'entreprise, où elle saluerait les visiteurs, répondrait aux appels et resterait debout pendant des heures au service de gens qu'elle avait autrefois considérés comme inférieurs à elle.